Donc, je me présente, je suis Véronique Taleb, donc de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Je suis responsable de l'équipe territoire Finistère et Côte d'Armor et donc je vais animer ce webinaire avec donc Laurent Kerlir qui est élu la Chambre d'agriculture et puis Nathalie de Drezen qui est chargée de mission éco. On est sur une série de deux webinaires. Donc, le premier aujourd'hui autour de la thématique conjoncture agricole. Et donc, en titre, que retenir de la situation économique de l'agriculture bretonne aujourd'hui dans le contexte que l'on connaît à la fois crise sanitaire, crise économique et le contexte géopolitique. Et puis, on a un deuxième webinaire sur lequel on reviendra tout à l'heure en conclusion, qui est autour du photovoltaïque et de la méthanisation, avec la présentation d'un cadre de référence qui a été travaillé par nos élus et donc qui sera le 6 juillet prochain. En termes de déroulé, ce qu'on vous propose, c'est donc une introduction, comme je vous disais, dans un premier temps donc, par Laurent Kerlir, qui est le vice-président de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne. Une première partie autour donc, du contexte actuel de crise sanitaire et économique, des tensions géopolitiques, donc avec un temps de questions-réponses à l'issue de cette première partie. Une deuxième partie plus ciblée sur l'incidence justement de ce contexte sur les filières agricoles bretonnes. À nouveau un temps de questions-réponses et on conclura de façon un peu plus générale autour de l'accompagnement des collectivités par la Chambre d'agriculture et en évoquant les prochains rendez-vous que l'on vous propose. Voilà pour l'introduction. Laurent, je te laisse démarrer. Oui, bonjour à tous. Donc Laurent Kerlir, je suis éleveur laitier sur la commune de Pleumeur, près de Lorient, et donc en charge des politiques agricoles et territoires au niveau de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne et président de la Chambre d'agriculture du Morbihan. Donc effectivement, certains d'entre vous connaissent déjà ce principe des webinaires. Donc voilà, l'idée est de vous informer pendant une heure et demie sur l'actualité, là en l'occurrence l'actualité économique. Donc le contexte est plutôt inédit, c'est-à-dire, voilà, d'abord on a à nouveau une guerre tout proche de chez nous, enfin, en tout cas qui nous impacte énormément. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais connu de guerre, donc voilà, sur notre continent, cette guerre a des répercussions énormes. Et donc, on va le voir sur le côté économique et social, en quoi ce contexte de conflit Ukraine-Russie peut avoir des répercussions sur les prix. Donc, on a aussi un contexte inédit issu justement à la fois de ce conflit Ukraine-Russie, mais aussi issu des conséquences du Covid, puisque après le Covid, donc, il y avait eu des plans de relance qui avaient été mis en place, qui a créé une forte tension sur les produits qu'on achète, nous tous, et du coup, on assiste à des augmentations de nos charges, nous exploitants, sur nos exploitations, et ce qui crée aujourd'hui donc une inflation rapide et violente, voilà, que y compris le consommateur aujourd'hui a du mal en tout cas à amortir, puisque effectivement, vous voyez, ça peut aller entre 20 et 30% pour certains produits, en tout cas, je pense notamment aux pâtes, même si en France, on est sans doute un des pays où l'inflation est la plus modérée par rapport aux autres pays européens, où la réactivité est plus forte dans les autres pays. Nous, on attend par ce contexte d'inflation rapide, en tout cas, l'application de la loi Egalim 2. On avait eu l'occasion de faire un webinaire sur ce sujet, d'Egalim 2, mais en tout cas, on souhaite à chaque fois effectivement qu'il y a des hausses des prix des charges dans nos exploitations, avoir la capacité de repartir aux négociations avec les grandes surfaces pour appliquer des hausses, pour que les agriculteurs voilà, puissent avoir des prix corrects face à nos charges qui augmentent. Ce qui est un peu surprenant aussi, on a le comportement du consommateur qui évolue énormément, mais Nathalie vous l'évoquera tout à l'heure. Face à cette flambée des prix, on voit que le consommateur, qui d'ailleurs pendant le Covid était venu vers des produits plutôt locaux. On avait vu les drives se mettre en place, une augmentation de la consommation sur les produits locaux assez importante. Et aujourd'hui, à l'inverse,
on a baissé, non seulement on est revenu à 2019, mais on a même une baisse, en tout cas pour les produits bio, une forte baisse de la consommation, ce qui peut poser problème, notamment en filière laitière et bio, mais là aussi Nathalie détaillera. Mais en tout cas, le comportement du consommateur évolue très rapidement, même si parfois les prix n'ont pas augmenté énormément, ils anticipent déjà et en tout cas, on a des baisses très fortes de la consommation des produits locaux et bio. Contexte inédit aussi, puisqu'on parle désormais d'autonomie alimentaire, hein, ce qui n'était plus le cas, si on fait référence à ce que l'Europe était hein, il y a 60 ans, mais non, on parlait beaucoup de l'objectif de l'Europe de faire l'autonomie alimentaire. On réévoque cette autonomie alimentaire et dans cette autonomie alimentaire, en tout cas pour nous, Bretons et Français, l'autonomie protéique, comment on est moins dépendant de nos protéines à la fois pour l'alimentation humaine et à la fois pour l'alimentation végétale de nos animaux. Donc ça, c'est une forte préoccupation en termes d'augmentation des prix, notamment de nos tourteaux et de nos protéines pour nos exploitations d'élevage. Et on parle aussi d'autonomie énergétique. Notre dépendance à l'énergie nous pose énormément de questions, hein, voilà, et parfois avec des arbitrages. Et à notre avis, on devra faire des arbitrages entre voilà, nos productions qui iront pour la production énergétique ou production alimentaire, en tout cas des sujets qui sont sujets à débat. Et enfin, vous l'avez vu, enfin, le contexte par rapport à l'urgence climatique, où aujourd'hui tout le monde s'accorde quand même à reconnaître que nous sommes dans le changement climatique. La Bretagne était très inquiète il y a un mois et demi. Aujourd'hui, nous avons eu des petits arrosages successifs, pas tout à fait partout, mais globalement, voilà, on a quand même, c'est moins pire qu'il y a 5 semaines, 6 semaines. On a eu entre 50 et 100 mm qui sont arrivés en Bretagne depuis 6 semaines maintenant. Et donc, on est un peu moins inquiet, nous, par rapport à l'approvisionnement, en tout cas par rapport à l'affouragement de nos animaux. Mais pour autant, voilà, ce sujet de l'urgence climatique est un vrai sujet dans nos exploitations. Et là aussi, on vous évoquera. Et on a fait une étude prospective 2040 et vous serez conviés au SPACE pour évoquer, enfin, tous les territoriaux, tous les gens que vous êtes au niveau des EPCI, on vous invitera au SPACE pour évoquer cette prospective 2040 et voir comment on peut appréhender aussi ces évolutions dans nos exploitations. Et pour finir, on a aussi le contexte inédit des crises sanitaires. Hein. Alors, la nôtre, bien sûr, qu'on a connue, nous, avec la crise du Covid, et voilà, et qui d'ailleurs, on a des rebonds en ce moment en Bretagne et en France, donc qui peuvent poser problème, mais aussi au niveau de notre élevage, on est passé très proche d'une crise sanitaire volaille. Les Pays de Loire l'ont subi en direct, hein, avec plus de 500 élevages concernés par de l'abattage de volailles lié à l'influenza aviaire. On en a été à 5-6 en Bretagne, on a été épargné, mais on peut être quand même inquiet sur voilà, l'hiver prochain. En tout cas, là, c'est aussi nouveau. Les Pays de Loire, ça a été nouveau cette année. En tout cas, le Sud-Ouest, lui, il a connu pour la 4e année de rang ce contexte d'influenza aviaire. Et on a la fièvre porcine africaine qui est à nos frontières allemandes, là, et qui pourrait à tout moment, voilà, en tout cas, je dis que on est quasiment sûr qu'elle va basculer en France à un moment donné. On ne sait pas quand, mais vraisemblablement, on est qu'à 6 km de nos frontières. Donc là aussi, une inquiétude forte par rapport à ces contextes sanitaires. Donc vous voyez, tout ça nous amène à évoquer avec nous ces perturbations. Et alors, je ne vais pas rester avec vous pendant l'heure entière, mais voilà, Nathalie sera là. On a quelques élus chambres qui sont aussi présents, qui pourront peut-être répondre à vos questions. Mais voilà, voilà ce que je voulais dire sur ces quelques propos d'introduction, et encore merci d'avoir participé à ce webinaire, et je laisse la main à Véronique et Nathalie. Merci à vous. Merci Laurent. Donc on va rentrer dans le concret du sujet là tout de suite après les propos de Laurent. Donc je te laisse la main, Nathalie. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais dans un premier temps, comme ça a été dit, donc un petit peu passer en revue les différents événements qui ont eu lieu. Alors on va commencer par effectivement tous les aspects énergie. Alors ce qu'on peut peut-être déjà préciser au départ, c'est que la Russie quand même fournit 40% du gaz importé par l'Union européenne.
et 17% du gaz importé par la France. Donc, c'est quand même notre deuxième fournisseur. Donc, c'est quand même un événement assez important à noter. Et aussi que l'Allemagne donc, est le pays de l'Union européenne qui est le plus dépendant du gaz russe. Pour la Russie, donc c'est aussi 27% du gaz importé par l'Union européenne et 13% du gaz importé par la France. Et donc là, c'est notre premier fournisseur de gaz. Quand on voit la courbe, il faut quand même noter qu'avant le début de la guerre en Ukraine, le prix des intrants avait quand même déjà, le prix de l'énergie avait quand même déjà augmenté. On le voit bien sur la courbe. Il y avait déjà eu, et donc là, sur un an, entre février 2021 et février 2022, on a une augmentation de l'ordre de 20%. Donc, c'est vrai qu'il s'est effectivement accentué. Donc, l'explication en partie, effectivement, comme l'a dit Laurent, il y a eu effectivement la Covid et que la Chine a renoué avec la croissance et du coup, elle est fortement demandeuse de matière. Et c'est vrai qu'on a du coup effectivement une tendance haussière des prix qui est ininterrompue. Plus récemment, par rapport à l'énergie, on a effectivement un gros fournisseur russe qui a baissé donc, cette semaine ses livraisons de gaz à l'Europe, donc de plus de la moitié. Donc, c'est vrai que ça va continuer à impacter le secteur. Au niveau, là, vous avez donc l'évolution du prix des engrais. Donc, comme pour l'énergie, donc la hausse des prix est antérieure au conflit avec l'Ukraine. On voit bien que les prix ont commencé à augmenter à peu près en milieu d'année 2021. Et c'est vrai que l'urée en fait avait augmenté de façon spectaculaire en mars à cause des restrictions russes à l'export. Et on peut aussi rappeler quand même que 80% du coût de production de l'urée, c'est lié au prix du gaz. Donc effectivement, à partir du moment où le prix du gaz augmente, le prix effectivement des engrais va aussi augmenter. Donc on peut donner quelques chiffres. C'est que sur les 4 premiers mois 2022 par rapport aux 4 premiers mois 2021, les engrais, le prix des engrais simples azotés a augmenté de 140%. Pour les phosphatés, c'est 74% et pour les potassiques, 68%. Donc, c'est vrai qu'on voit effectivement, on en reparlera après tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a vraiment une incidence très rapide et assez importante sur les intrants pour les exploitations agricoles. En matière de dépendance donc européenne aux engrais, ici, vous avez une carte avec les principales sources d'importation d'engrais azotés en Europe. Et on peut préciser, vous voyez, en fait, on voit donc que la Russie, donc c'est 29% effectivement des importations azotées d'Europe. Et puis donc l'urée et donc 11% pour la France. On peut préciser en complément que la Russie elle possède 15% du marché export mondial de l'azote, donc c'est le premier on va dire vendeur d'azote, 14% du marché des phosphates, donc c'est le troisième fournisseur mondial, et 19% du marché mondial du potassium. Donc c'est le quatrième fournisseur d'engrais pour la France, donc effectivement important, avec quand même plus de 10% des volumes d'engrais qui sont donc consommés en France. En complément de ces différentes évolutions de prix, on peut quand même aussi noter qu'il y a aussi quand même l'affaiblissement de l'euro vis-à-vis du dollar, qui forcément donc, se répercute sur le coût des importations de produits énergétiques. Donc ça, effectivement, c'est un complément de toutes ces informations. Concernant les matières premières donc, nécessaires pour l'alimentation animale, donc vous avez ici le poids de l'Ukraine et de la Russie dans les échanges mondiaux des principales matières premières. On voit effectivement que ces deux pays-là, donc on voit les chiffres, à peu près donc un tiers des échanges mondiaux de blé tendre, d'orge et de graines de tournesol, un petit peu moins pour le maïs et les graines de colza. Et par contre, pour tout ce qui est huile de tournesol et taux de tournesol, bien là, l'Ukraine et la Russie, c'est quand même 80% des échanges mondiaux de matières premières, de tournesol. Donc, c'est vrai que c'est vraiment, on comprend mieux, ça permet de mieux comprendre effectivement la situation qu'il y a pu y avoir quand le conflit a démarré. Et pour compléter, donc on peut quand même noter que pour la France, donc l'Ukraine est le premier fournisseur de tourteaux et d'huile de tournesol, et c'est aussi le troisième fournisseur de colza. Et que quand même, selon les années, on a quand même environ la moitié des importations françaises de tourteaux de tournesol qui proviennent d'Ukraine. Et pour terminer sur ces matières premières, et principalement sur le tournesol, on peut aussi donc préciser que le tourteau de tournesol, en fait, permet de remplacer le soja non OGM, sachant qu'effectivement, il y a un certain nombre de filières agricoles qui se sont développées sous le non OGM. C'est vrai que ça pose problème effectivement pour ces filières-là.
et en sachant qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre alternative à ce tournesol, donc pour remplacer effectivement le soja OGM, non OGM, pardon. Donc voilà sur les matières premières. Pour compléter sur l'Ukraine, donc effectivement, depuis le conflit, on a donc un certain nombre de produits qui sont restés bloqués en Ukraine, hein, et on a environ, on estime à 20 millions de tonnes la quantité de céréales ukrainiennes qui restent à exporter et qui restent donc bloquées dans le pays. Le problème, effectivement, c'est de savoir est-ce que effectivement l'Ukraine va pouvoir les exporter, et surtout, si jamais effectivement on n'arrive pas à vider ses stocks, eh bien, comment va faire l'Ukraine pour stocker effectivement la récolte prochaine d'ici 2 à 3 mois qui va donc arriver, qui va être récoltée. Donc mi-mai, donc la Commission européenne a émis un plan d'action pour effectivement faciliter les exportations agricoles depuis l'Ukraine. Du coup, il y a un certain nombre de mesures qui ont été adoptées par l'Union européenne pour faciliter effectivement ces exportations. Donc, je vous ai mis la liste, hein, enfin, une partie des 20 mesures, hein, dans la mise à disposition des trains et des navires et des camions. Donc, une priorité donnée aux exportations agricoles ukrainiennes dans les terminaux d'export. Des opérations douanières accélérées pour faciliter effectivement ces exportations, et des zones de stockage aussi qui sont mises à disposition au sein de l'Union européenne. Et pour terminer sur ces exportations donc, ukrainiennes, on peut préciser que c'est pratiquement 100%, mais 96% des exportations en 2021 au départ de l'Ukraine étaient réalisées par voie maritime. Donc, c'est vrai qu'effectivement, à partir du moment où les ports ukrainiens sont bloqués, eh bien, forcément, ça limite effectivement les échanges. Pour la campagne à venir, hein, puisqu'effectivement, on a vu c'est un important producteur, mais surtout un gros exportateur mondial de céréales. Donc, les questions se posent effectivement sur la campagne à venir. Et effectivement, il y a eu des retards au démarrage des semis donc au printemps en Ukraine, avec des difficultés par rapport au manque de disponibilité de carburant pour donc préparer les parcelles, des parcelles qui étaient aussi qui risquaient d'être minées, et puis aussi un manque de main-d'œuvre, hein, avec effectivement le départ important de la population. Donc, les incidences qui peuvent être, enfin, ce qu'on peut estimer comme incidence sur le potentiel des productions, hein, c'est quand même des potentiels de baisse importants, puisqu'on serait, même certains disent carrément une baisse de 50% des productions de blé, d'orge 30%, production de maïs à venir 40% de baisse, et donc une baisse du tournesol d'1 tiers. Hein, donc, c'est vrai qu'après, bon, ça reste des prévisions, mais c'est vrai que c'est effectivement inquiétant de voir effectivement ces prévisions à la baisse compte tenu du poids de ce pays-là dans les échanges mondiaux de ces matières premières. À l'inverse, a priori, la production russe devrait augmenter de 10% en blé, de 8% en orge, et par contre, peut-être légèrement baisser aussi en maïs. Donc, voilà sur la situation ukrainienne. Les incidences, effectivement, de tous ces mouvements et de toutes ces craintes, c'est effectivement l'augmentation du prix des matières premières nécessaires pour l'alimentation animale. Donc ici, là, vous avez les prix des matières premières arrivés donc, en Bretagne, avec donc, on voit bien l'augmentation, effectivement intérieure quand même en début 2022, hein, puisque ça a commencé à peu près milieu d'année 2021. Avec effectivement, il y avait eu précédemment, donc c'était effectivement en 2018-2012 qu'il y a déjà eu des prix relativement élevés. Mais là, effectivement, on a des prix qui atteignent des niveaux quand même, des niveaux records. Donc, effectivement, la suite, ça va dépendre effectivement du conflit, des remises en culture, effectivement, des différentes productions, et puis aussi de la disponibilité et puis du nombre d'agriculteurs qui vont rester effectivement en Ukraine, et puis comment on va passer, c'est ce que je disais déjà la diapo précédente. En plus, il y a aussi au niveau mondial donc quelques prévisions qui ont été faites, avec effectivement des stocks mondiaux de blé qui devraient baisser donc pour la prochaine campagne, une baisse aussi des stocks de maïs, dû effectivement à des baisses en Ukraine, mais aussi dans d'autres pays. Et puis, par contre, hein, une récolte de soja mondiale qui serait effectivement plutôt en augmentation,
en raison d'une augmentation prévue à la hausse aux États-Unis, au Brésil et en Argentine. Et du coup, des stocks mondiaux de soja qui devraient augmenter de plus de 15% au niveau mondial. Donc, en soja, par contre, effectivement, des perspectives plutôt positives. Ces incidences importantes donc, sur la hausse du prix des transports. Ici, vous avez l'indice des prix, donc un indice des prix qui montre effectivement l'évolution des coûts de transport pour les matières premières en vrac. Hein, et effectivement, une augmentation importante. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi les confinements, l'annonce des nouveaux confinements en Chine qui ont fait repartir cet indice à la hausse. Parce qu'effectivement, en Chine, hein, il y a eu une politique zéro Covid qui a donc entraîné la fermeture des grands ports de commerce et du coup, des conteneurs qui étaient bloqués et des déchargements de matières premières qui ont pris du retard. Donc des conteneurs qui ne sont pas disponibles et puis aussi donc, un coût de l'énergie élevé avec le conflit ukrainien. Donc du coup, ça explique effectivement l'augmentation importante de cet indice. Et on peut donner un chiffre, hein, en mai 2022, hein, donc la valeur de cet indice avait augmenté de 26% par rapport au mois de mai l'année dernière. Donc ça, c'est effectivement un indice à prendre en compte, hein, pour, après l'incidence sur le prix des matières premières arrivé chez nous pour rentrer en alimentation animale. Maintenant, donc, pour terminer, donc, les aspects événements sanitaires, donc, comme on dit, Laurent Gallet l'a déjà un petit peu évoqué. C'est vrai que la Bretagne a été relativement épargnée puisqu'on n'a eu que 6 cas détectés en Bretagne. Par contre, effectivement, en Pays de Loire, des incidences très, très importantes, hein, qui ont conduit à des abattages importants de volailles. Donc, ça a effectivement créé un manque d'offres sur les marchés, donc, ce qui pour l'instant a plutôt bénéficié à la Bretagne, hein, qui du coup a une activité plus soutenue donc, au niveau des abattages de volailles. Par contre, à noter quand même qu'avec cette grippe aviaire en Pays de Loire, on a eu quand même des difficultés d'approvisionnement en poussins et principalement en pintade, hein, puisqu'effectivement, il y avait des différents élevages reproducteurs qui étaient dans les Pays de Loire et qui ont donc été impactés par les mesures qui ont été mises en place. Le risque, effectivement, c'est que s'il y a un manque de volailles, on importe effectivement plus de volailles pour combler une partie du manque. Deuxième événement sanitaire dont Laurent a parlé un petit peu aussi, c'est donc l'aspect fièvre porcine africaine, hein, donc pour l'instant qui n'est pas présente en France, mais qui est vraiment très proche avec l'Allemagne et l'Italie, avec effectivement des incidences. Hein. C'est vrai que la propagation en Allemagne inquiète, puisque là, c'était dans un élevage qui avait des mesures sanitaires assez, avec des mesures de protection assez importantes. Là, effectivement, la propagation est a priori donc due à l'être humain. Donc, c'est vrai que la fièvre porcine a entraîné quand même l'abattage de près de 800 000 porcs dans l'Union européenne. Hein. Donc, c'est à peu près 60% de la production bretonne. Donc, c'est vrai que ça a des incidences effectivement sur les flux et peut-être aussi sûrement aussi sur les flux d'exportation, puisque certains pays, effectivement, ne veulent pas importer de porcs en provenance de pays qui ont été impactés par la fièvre porcine africaine, même si c'est quand même beaucoup des sangliers qui sont concernés et assez peu donc des porcs domestiques. Donc voilà une première partie donc, sur ces événements. Maintenant, donc, effectivement, on ouvre une partie de questions-réponses. Merci Nathalie. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat. Si une ou deux personnes souhaitent poser des questions en direct, on peut prendre ce temps-là. Il faut que vous réactiviez vos micros si vous le souhaitez, ou alors on enchaîne sur les incidences de tout ce contexte sur les filières bretonnes. Bon, eh ben, on va enchaîner alors, Nathalie. Et puis, il y aura peut-être plus de questions justement en fin de présentation globale. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Donc maintenant, effectivement, nous allons voir les incidences ou non de ces différents événements sur les principales filières. Donc tout d'abord, un premier graphique, hein, enfin une première diapo sur les échanges, puisque direct entre la Bretagne et la Russie, Biélorussie, Ukraine. Donc, ce ne sont pas nos principaux, on va dire, partenaires, que ce soit à l'exportation ou à l'importation, hein, puisque c'est seulement 1% de nos exportations agricoles
et 3% de nos importations agricoles en provenance de ces pays-là. Donc, en conséquences directes donc, sont très limitées. On aura peut-être effectivement des conséquences indirectes. Mais c'est vrai que globalement, alors on importe de ces pays-là, on importe surtout des huiles, des graisses et des céréales. Donc c'est vrai que surtout effectivement pour l'alimentation animale, donc ça peut avoir une petite incidence, mais c'est vrai que ce ne sont pas nos principaux partenaires commerciaux. Une incidence quand même très importante, Laurent l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est l'augmentation des prix des moyens de production. Donc là, c'est l'indice IPAMPA. Donc c'est l'indice des prix d'achat des moyens de production agricole. Donc ça comprend différents produits. Donc là, je vous ai mis effectivement qu'en avril 2022, le prix des intrants était supérieur de 29% au prix d'avril 2021. Donc, dans ces intrants, effectivement, on a donc les engrais et amendements qui, effectivement, ont progressé de plus de 100% en avril 2022 par rapport à avril 2021. Donc, c'est effectivement dans un contexte de disponibilité limitée. Et donc, c'est lié effectivement, comme je disais tout à l'heure, à l'augmentation du prix du gaz et aussi du fret. Dans ces intrants, on a aussi l'énergie et les lubrifiants. Donc, en augmentation de près de 50% donc, sur un an. Donc là, effectivement, il y a la reprise économique mondiale qui a tiré sur ces produits-là et aussi sur les craintes dans les disponibilités qui ont aussi influencé le marché. Et puis, dernière partie dans ces intrants, c'est aussi donc, les aliments pour animaux avec des prix, après ça va dépendre des produits, enfin des productions animales, mais un prix supérieur de 24% en avril 2022 par rapport à avril 2021. Donc là, effectivement, en grande partie à l'augmentation du prix des céréales et des oléagineux. Alors, en parallèle de cette hausse des prix des engrais, on peut quand même noter qu'on note quand même en ce début d'année une baisse des livraisons d'engrais quand même de 11%. Donc, c'est vrai que certains, effectivement, producteurs ont déjà limité leurs utilisations d'engrais compte tenu du prix qui n'est pas encore entièrement répercuté sur les engrais. Donc, en matière d'alimentation animale, ce qu'on peut dire, c'est que, alors là, vous avez les graphiques bretons, mais auparavant, donc au niveau national, on a des fabrications d'aliments composés qui diminuent donc sur les 4 premiers mois de l'année 2022 de 4%. Donc, c'est quand même pas négligeable et c'est quand même relativement important à noter. En Bretagne, vous avez ici les graphiques des fabrications d'aliments porcs, bovins et volailles, avec une baisse conséquente en aliments porcs, donc sur 4 mois de 5%, un peu plus notable sur le dernier mois, donc sur le mois d'avril. En baisse, en volaille, on avait des fabrications plutôt stables sur le premier trimestre, mais par contre une baisse importante au mois d'avril. Et puis pareil en bovin aussi, une fabrication plutôt à la hausse, mais plutôt une diminution sur le mois d'avril. Bon, après avoir effectivement, c'est que sur un seul mois, mais voir effectivement l'évolution sur les mois à venir. Mais c'est vrai que ces fabrications, surtout en porc, sont effectivement relativement importantes. La baisse est quand même relativement importante. Donc, on va commencer à parler des impacts sur la filière lait. Alors c'est vrai que en matière d'échange, les flux en jeu sont relativement modestes, puisqu'on peut quand même rappeler qu'en 2014, il y avait eu un embargo en fait sur les produits laitiers et viandes en provenance de l'Union européenne à destination donc, de la Russie, donc suite à l'annexion de la Crimée par la Russie. Donc du coup, les échanges de produits laitiers de l'Union européenne vers ces pays-là avaient chuté. Donc en 2021, l'Ukraine et la Russie, c'est seulement 1,5 et 1,1% des exportations de produits laitiers de l'Union européenne. Donc c'est vraiment des volumes relativement limités. Par contre, ce qu'on peut effectivement dire, c'est qu'on a 3 groupes laitiers français qui sont présents en Russie, donc Lactalis, Savencia et Danone. Donc ils ont effectivement, pour certains, annoncé qu'ils n'avaient pas arrêté leur activité en Russie, mais qu'ils ont par contre, comme Danone et Savencia, donc arrêté leurs investissements. Donc Lactalis a 3 sites en Ukraine. Donc en fait, il en a momentanément arrêté l'activité. Par contre, en Russie, l'activité a été maintenue. Donc c'est vrai que l'impact est quand même relativement limité sur la production de ces groupes, mais ça me semble vraiment important de le noter. Ce qui est important en lait,
c'est effectivement la collecte, avec une production mondiale de lait qui est plutôt en baisse. Donc là, vous avez la collecte cumulée des principaux pays exportateurs, donc avec une baisse quand même de la collecte pour le 7e mois consécutif. Donc c'est quand même relativement important. Et en fait, parmi les principaux exportateurs, seule l'Argentine voit sa production augmenter. Alors, on a des baisses donc en Nouvelle-Zélande, en Australie. Là, c'est surtout lié à la sécheresse et à des problèmes de main-d'œuvre. Une baisse plus modérée aux États-Unis, là, c'est effectivement lié au prix de l'aliment et du coup à une décapitalisation importante du cheptel pour effectivement lier à ces augmentations de charges. Et aussi donc une baisse dans l'Union européenne, surtout importante dans certains pays producteurs comme en France, aux Pays-Bas, mais aussi dans des pays qui sont en général des pays largement producteurs et en croissance comme l'Irlande et l'Espagne. Donc, même ces pays qui, jusqu'à présent, n'ont pas baissé leur production en Union européenne, là, sont plutôt en phase de diminution. Par contre, les prévisions, ont quand même, les dernières prévisions disent qu'effectivement, en Union européenne, la production laitière pourrait renouer donc avec une faible croissance dans la deuxième partie de l'année pour en fait retrouver un niveau de production de 2021. Donc, ça va effectivement dépendre aussi quand même de l'évolution du pouvoir d'achat et aussi des tensions et aussi de la météo. Même si effectivement, comme le disait Laurent, les quelques pluies qu'on a pu avoir ont quand même été plutôt bénéfiques. En matière de collecte, pour s'intéresser à la Bretagne, d'abord à la France, on a une collecte de lait donc en repli en France de 2%, et c'est effectivement le 8e mois quand même consécutif de repli, avec une collecte qui a décroché de manière plus importante que le cheptel. En Bretagne, comme sur le reste du pays, on a une collecte en repli de près de 0,9% sur les 4 premiers mois, avec une baisse quand même plus importante en avril 2022 de 1,4% par rapport à avril 2021. En fait, les gains de productivité qu'on a quand même ne permettent pas de compenser la diminution du cheptel. Et c'est vrai que le cheptel vache laitière continue de baisser. Il est en baisse de plus de 2% donc en ce début d'année 2022 par rapport à 2021. Et c'est vrai qu'on a les abattages de vaches laitières en France, on peut donner un chiffre quand même, qui ont diminué de 9% sur un an. Donc, en fait, certains éleveurs veulent profiter effectivement de la hausse significative du prix du lait et retardent donc leur réforme, donc, ce qui explique effectivement que les abattages de vaches laitières diminuent. On en reparlera après quand on parlera de la viande bovine. En complément, donc, sur le lait, ici, vous avez l'évolution du nombre de vaches laitières donc, sur 2017 à 2020, où on voit effectivement par commune. Donc, vous avez effectivement en bleu les secteurs où le cheptel vache laitière a diminué. Donc, en gros, c'est les secteurs qui sont plutôt en baisse de cheptel. C'est plutôt le sud-centre des Côtes-d'Armor, le nord du Morbihan et un petit peu la partie sud du Finistère. Et à l'inverse, des secteurs plutôt en augmentation de cheptel. Donc là, globalement, c'est toute l'île-et-Vilaine, peut-être un petit peu moins l'extrême est, et sinon, donc, une augmentation plutôt dans le nord des Côtes-d'Armor, nord du Finistère et plutôt la partie sud du Morbihan. Pour terminer donc sur la filière lait, vous avez ici l'augmentation du prix du lait en Bretagne. Donc, vous voyez une augmentation très importante puisqu'on a un prix du lait supérieur de 20% en avril 2022 par rapport à avril 2021. Donc, qui serait dû, donc, selon le CERIS, et exclusivement à la dynamique du lait conventionnel, parce qu'à l'opposé, le prix du lait bio est plutôt en tendance à la baisse. Et en fait, le prix du lait conventionnel bénéficie en fait de l'augmentation importante du prix des ingrédients laitiers qui ont un impact donc, sur le prix du lait payé aux producteurs. Alors, on peut quand même, c'est peut-être ponctuel, mais on peut quand même préciser que le prix du lait bio, aujourd'hui, en avril, il était payé 15 € de moins que le prix du lait conventionnel. Alors, pour l'instant, à droite, donc, vous avez l'inflation des charges liées à la production laitière. Donc, pour l'instant, on a une hausse annuelle du prix du lait payé aux producteurs qui est légèrement supérieure au prix des charges, puisqu'on a une augmentation de 22% pour le prix du lait et 20% pour l'indice IPAMPA. Mais par contre, on peut craindre quand même que l'inflation des charges s'intensifie et que du coup, on ait effectivement un effet ciseau et que du coup, on ait effectivement un prix
du lait qui ne permettent pas de compenser le prix des charges. Et la demande chinoise sera effectivement très déterminante sur l'évolution de la situation au lait. Enfin, donc maintenant, on va s'intéresser à la filière porc. Et tout d'abord, effectivement, aux incidences et ce qui se passe en Ukraine. Donc, l'Ukraine n'est pas un gros pays producteur. Donc, avec 750 000 tonnes, c'est un peu plus de la moitié de la production bretonne. Donc, ce n'est pas un gros pays producteur. Par contre, avec un pays avec une consommation relativement limitée. Donc, le pouvoir d'achat est limité, surtout depuis la crise de 2014, la consommation est limitée. Et on a eu aussi une production qui a été limitée donc, par la propagation de la fièvre porcine africaine en Ukraine. Donc, les échanges entre l'Union européenne et l'Ukraine, donc l'Ukraine est plutôt quand même un marché de dégagement pour l'Union européenne. Donc, ce n'est pas un marché, on va dire, très, très important. Par contre, il y avait quand même eu une hausse importante des volumes entre 2020 et 2021. Donc, c'était quand même un marché quand même qui était à noter. Alors, on expédie quand même pas mal d'animaux vivants et en particulier des reproducteurs, donc d'origine danoise et française. Donc, forcément, effectivement, la situation ukrainienne avec la baisse de l'élevage risque effectivement d'avoir une incidence sur cette partie donc, filière donc, reproducteurs et animaux vivants. Donc, concernant la Russie, alors la Russie effectivement a atteint son autosuffisance en viande de porc depuis 1 à 2 années. Par contre, son objectif, c'est de développer ses exportations. Donc, la Russie, en fait, a remodelé ses élevages. Maintenant, ils ont des élevages très intégrés, des filières très intégrées avec des élevages assez modernes et performants. Donc, son objectif aujourd'hui, c'est d'exporter. Et en 2021, elle a exporté quand même pour 250 000 tonnes de viande de porc. Et comme ces exportations donc, vers l'Ukraine vont se réduire, elle va effectivement davantage essayer d'exporter vers les pays, vers d'autres pays, en particulier vers l'Asie. Et c'est effectivement à ce titre-là que l'impact pourrait être important vers l'Union européenne, puisque effectivement, on va le voir dans la diapo suivante, mais l'Union européenne exporte vers un certain nombre de pays asiatiques et en particulier vers la Chine, puisqu'ici, vous avez donc les exportations de l'Union européenne, où on voit qu'effectivement, on exporte 350 000 tonnes de porc vers la Chine, avec une baisse très, très importante entre 2021 et 2022. Alors, il y a une raison qui est relativement importante, c'est que donc vous avez sur la courbe de gauche l'évolution de la production et de la consommation de viande de porc en Chine. Et on voit que en fait, la Chine a été fortement impactée par la fièvre porcine africaine, avec donc une production qui a chuté en 2020 par rapport à 2018. Et donc, par contre, une réaccélération de la production depuis l'année dernière, puisqu'en fait, avec la fièvre porcine, donc, il y a eu beaucoup d'élevages chinois donc, qui ont arrêté la production. Et du coup, le gouvernement chinois a mis en place un certain nombre d'aides pour inciter donc, à la modernisation et à la restructuration des élevages. Donc aujourd'hui, en Chine, on a des grands élevages intégrés avec plusieurs milliers de truies. Donc c'est vrai que la production a largement repris. Et en 2021, la production chinoise a augmenté de 30%. Donc elle est revenue à 47 millions de tonnes. Donc elle n'a pas encore atteint son niveau de production de 2018, mais effectivement, elle risque de l'atteindre en 2012. Donc sur le graphique, effectivement, on voit l'évolution. En 2022. Pardon, 2022. Ouais. Merci Véronique. Donc, c'est vrai que je vous ai parlé que des exportations donc, vers la Chine au départ de l'Union européenne. Et vous voyez globalement des exportations de l'Union européenne en baisse quand même relativement de manière importante, pratiquement donc on va dire un tiers à peu près des exportations européennes en baisse. Et c'est vrai que la mise en place du confinement strict qu'il y a eu effectivement en Chine va encore limiter effectivement la reprise des ventes vers la Chine. Parce qu'effectivement, il y a tout l'aspect, comment dire, aussi les échanges, j'en ai parlé tout à l'heure, effectivement, l'aspect transport des marchandises qui est encore pas mal impacté en Chine. Pour terminer, donc en porc, donc le prix du porc qui est donc relativement important, élevé, vous voyez, il atteint donc 1,70 € depuis le mois de mars. Donc, il a beaucoup augmenté, effectivement, il s'est brutalement redressé à partir de la mi-février parce qu'effectivement, on a actuellement un recul de l'offre en porc au sein de l'Union européenne et particulièrement dans les pays d'Europe du Nord, avec une baisse quand même très, très importante. En Allemagne, on a une diminution de la production
de 10% sur le premier trimestre. Il n'y a que l'Espagne qui continue d'avoir une production qui augmente avec une augmentation de 4% sur le premier trimestre. En France, on a une production en légère baisse et en Bretagne, on a une diminution des abattages de 1,6% sur le premier trimestre. Alors, pour l'instant, la consommation des ménages de porc est toujours à la hausse, puisqu'on a une augmentation de 1,7% au premier trimestre. Mais par contre, effectivement, bon, j'en parlerai à la fin, mais on a une inflation quand même relativement importante. Et effectivement, quel sera l'effet on a déjà une légère baisse là, sur les dernières données, mais c'est vrai que l'inflation risque d'augmenter. En Allemagne, par exemple, on a une très, très forte inflation et comment dire, la demande a déjà diminué. Par contre, effectivement, un prix du porc qui est élevé, mais par contre, à droite, vous avez ici le prix de l'aliment qui bat des records, avec effectivement un prix de l'aliment qui atteint 345 € et qui risque encore d'augmenter compte tenu effectivement de l'évolution du prix des matières premières. Et jusqu'à présent, les hausses n'ont pas été entièrement répercutées. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que même si effectivement le prix du porc est à un niveau relativement élevé, on a quand même une situation critique pour les élevages. Et le CER, donc le CER France, estime qu'il faudrait un prix au cadran minimum de 1,80 € à 1,85 € aujourd'hui pour couvrir les charges actuellement. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on est à 1,75 € à peu près, donc on est encore inférieur à ce qu'il faudrait y avoir. Nathalie, juste Oui. pour te donner une petite indication, il est midi moins le quart, donc par rapport au timing Oui, voilà. D'accord, donc je vais aller beaucoup plus vite. Je te laisse continuer. Voilà, donc en viande bovine, ce que je vais juste dire, c'est qu'effectivement, on a une tendance effectivement à la baisse du cheptel. Donc aussi bien en cheptel laitier, puisque je disais qu'il y avait effectivement une baisse des réformes laitières, et aussi donc une baisse du troupeau bovin, parce qu'effectivement lié aussi, ça fait quelques années qu'on observe ça, que ce soit au niveau français ou européen. Mais qu'effectivement, par contre, la cotation des gros bovins est vraiment largement à la hausse. On a une demande, par exemple, en viande hachée, dont la viande hachée est issue du troupeau des vaches de réforme en grande partie, et on a une consommation de viande hachée qui ne cesse de progresser. Et du coup, on a une augmentation importante du prix des vaches de réforme qui a atteint un nouveau record à 4,80 €. Donc, c'est vrai qu'en viande bovine, on a des impacts plutôt limités, à la hausse en prix, aussi à la hausse aussi au niveau des charges. Mais par contre, des impacts effectivement limités au niveau des échanges, puisqu'effectivement, comme pour le porc, il y a surtout des échanges de bovins reproducteurs vers l'Ukraine et la Russie. On exporte aussi des abats et du cuir, donc c'est plutôt effectivement des sous-produits. Ensuite, donc en œuf, concernant la grippe aviaire, donc elle est présente partout dans le monde. Elle a eu des impacts très importants aux États-Unis, où on a eu 25 millions de poules pondeuses qui ont été touchées. Et l'Italie donc estime que la production mondiale va diminuer d'un peu moins de 1% en 2022. Donc, c'est quand même relativement important. En France, par exemple, la production devrait baisser à peu près de 8%. Donc, c'est vrai que la situation en œuf est assez importante, avec des échanges mondiaux qui pourraient baisser de 10 à 15%. Alors, l'Ukraine n'est pas un gros pays producteur, puisque c'est le 13e producteur d'œufs, mais par contre, il a un potentiel de production important autour de Kiev, et il exporte quand même 13% de sa production, et il exporte quand même pas mal de vos produits vers l'Union européenne. Donc, c'est quand même le 2e fournisseur de l'Union européenne en œufs et ovoproduits. Le prix des œufs aussi a été relativement élevé. Vous avez donc la courbe en bas qui vous montre l'évolution des prix, avec donc des prix qui ont augmenté qui sont à pratiquement 11 € des 100 œufs sur le premier trimestre, et pareil, des œufs en industrie aussi très élevés. À savoir qu'effectivement, il y a certains industriels, donc fabricants de gâteaux, qui ont limité effectivement leur fabrication qui ont limité leur chaîne de production parce qu'effectivement, ils ne pouvaient pas faire face à l'augmentation du prix des matières premières. En légumes, donc c'est vrai que l'impact est surtout tout ce qui est effectivement production sous serre. Donc en Bretagne, on est concerné par la production surtout de tomates, avec effectivement des serres qui sont essentiellement chauffées donc, en gaz. Et donc, il y a une estimation qui dit qu'effectivement, il faudrait à peu près une hausse des prix au détail des tomates de 60 centimes d'euros du kilo pour arriver effectivement à compenser le surcoût du prix du gaz.
Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les stérilistes ont limité le chauffage de leurs serres. Et du coup, la campagne a démarré et ils ont aussi implanté plus tardivement leur plan. Et du coup, la campagne a démarré plus tardivement avec des apports qui sont plutôt inférieurs en début de campagne. On peut parler aussi, effectivement, à noter aussi comme le report des achats de légumes bio vers les produits conventionnels, donc en légumes, mais aussi dans les autres produits. Et un autre facteur important qui était prévu, hein, c'est la loi AGEC qui impose la fin des emballages plastiques à partir du 30 juin 2022 pour donc les fruits et légumes conditionnés en moins de 1,5 kg. Donc là, récemment, il y a un délai supplémentaire de 3 mois qui a été accordé donc pour permettre à la filière d'écouler leur stock d'emballage, en matière plastique. Par contre, on peut noter quand même qu'il existe des dérogations pour les produits les plus fragiles, et par exemple la fraise, qui a en fait une dérogation jusqu'en 2026 pour effectivement continuer effectivement à emballer leurs fraises dans des produits plastiques. En légumes de transformation, donc là, je vous ai mis, il y a l'impact de l'énergie et des autres intrants, mais aussi l'impact effectivement des conserves, du prix donc de l'aluminium sur les conserves. L'autre inquiétude aussi en légumes pour la transformation, c'est la concurrence avec les productions céréalières, hein, compte tenu effectivement du prix des céréales. La crainte est que certains nombre de producteurs de légumes pour la transformation en fait, se détournent de ces légumes qui sont le haricot et le pois, et donc face effectivement plutôt des grandes cultures qui aujourd'hui ont des prix quand même relativement importants. Pour finir la partie consommation, donc ici vous avez les premiers effets de l'inflation, hein, qui jusqu'à présent a été maîtrisée, hein, jusqu'à fin 2021. Mais là, on a une inflation quand même significative, avec, donc, vous voyez, un 4% sur le mois de mai, avec effectivement des perspectives, hein, qui annoncent une inflation de 6 à 7% d'ici la fin de l'été, hein, qui a été encore confirmée ces derniers jours. Et certains experts même annoncent une inflation sur les prix à la consommation, les prix alimentaires durables sur au moins 1 et même peut-être 2 ans à se suivre. Du coup, effectivement, une consommation des ménages en recul. Donc là, vous avez des premières données donc, sur le mois d'avril 2022 par rapport aux consommations d'avril 2021, avec, vous voyez, des tendances à la baisse des consommations en viande de 13%, en fromage de 12%, en fruits de 11%, etc. Et en charcuterie de 20%, avec effectivement des différences selon le niveau de revenus des ménages, qu'ils soient aisés ou modestes. Mais c'est vrai qu'on a déjà effectivement une inflation des prix, sachant qu'effectivement, globalement, l'inflation est relativement limitée par rapport à d'autres pays, hein, comme l'Allemagne ou l'Espagne. Donc, c'est vrai qu'en France, pour l'instant, l'inflation a été légèrement quand même contenue. Pour terminer sur la consommation, ici, vous avez l'évolution des ventes de produits bio. Hein. C'est vrai que ça fait 10 ans que la consommation de produits bio est en augmentation. Déjà en 2021, on a vu une baisse du chiffre d'affaires, hein, sur les produits de grande consommation en bio. Et là, effectivement, début 2022, hein, la baisse se confirme. Je disais tout à l'heure, hein, qu'effectivement, le consommateur se retourne vers les produits conventionnels, hein, compte tenu effectivement de l'évolution du pouvoir d'achat et de son pouvoir d'achat. Donc, c'est vrai que la courbe, effectivement, risque de continuer à s'infléchir. Pour terminer, je vous ai mis donc deux graphiques sur les salariés. Hein. On peut quand même rappeler qu'il y a 73 000 salariés dans les industries agroalimentaires en fin d'année 2021, avec une tendance globale à l'augmentation, on le voit sur la courbe de gauche. Et sur la courbe de droite, on a effectivement les intérimaires, hein, qui sont relativement importants en agroalimentaire, hein, puisque c'est quand même de l'ordre de 15% des emplois de l'agroalimentaire qui sont effectivement des intérimaires. Donc, c'est vrai que leur nombre augmente aussi, on le voit, de manière relativement importante, et ça permet effectivement aux industriels, hein, de gérer les variations saisonnières d'activité, hein, et aussi de gérer un petit peu les incertitudes sur l'avenir. Pour terminer, hein, donc, plutôt quelques chiffres sur le contexte de l'emploi, avec la progression de l'emploi salarié en Bretagne plus importante qu'en France, et un taux de chômage aussi relativement bas en Bretagne, hein.
Mais par contre, l'inquiétude, effectivement, c'est sur les difficultés de recrutement qui s'accentuent. Tout en bas du graphique, vous avez le pourcentage des recrutements jugés difficiles, donc c'est en rouge. Et vous voyez qu'en agriculture et en agroalimentaire, les personnes enquêtées estiment effectivement que plus de 70% des recrutements en 2022 seront difficiles, que ce soit en agriculture ou en agroalimentaire, alors qu'on était à moins de 60-70% les années précédentes. Donc, c'est vrai qu'effectivement, on arrive effectivement dans une situation particulière. Alors, en conclusion, c'est vrai qu'on a pu voir que dans la plupart des filières, on a des prix à la production qui sont relativement élevés, que ce soit en porc, en lait, en œufs, en viande bovine, mais que par contre, les prix, ces prix élevés cachent quand même une flambée des coûts des intrants, de l'énergie, des matières premières, de l'alimentation animale, tout ce qui est effectivement intrant à l'agriculture. Et le risque, effectivement, c'est que ces intrants continuent d'augmenter d'ici la fin de l'année et à voir aussi en début d'année prochaine. Et qu'effectivement, le consommateur, il fait des arbitrages, tout en sachant qu'actuellement, toute la hausse des prix n'a pas été intégralement répercutée. Donc, c'est vrai que à voir effectivement d'ici la fin de l'année quelle sera effectivement l'évolution du contexte. Je vous ai mis là en toute dernière diapo donc les différentes publications qu'on produit et qu'on a produit au niveau du service, si vous voulez effectivement des compléments d'information sur l'activité des filières agricoles. Voilà, excusez-moi, j'ai été un petit peu longue, donc je crois que maintenant est prévu un temps de questions. Donc, j'ai remis dans le chat aussi le lien vers justement la dernière édition là, de l'ABC que vous pouvez retrouver. Et de toute façon, on vous transmettra, et il est aussi sur le diaporama, donc on vous transmettra le diaporama voilà, avec dans le cadre d'un mail, soit aujourd'hui, soit cet après-midi, soit demain. Alors, je n'ai pas vu de questions dans le chat, ça vous laisse sans voix. Et je vous propose, si vous souhaitez, de prendre la main par oral s'il y a quelques questions que vous souhaitez poser à Nathalie. Non, il n'y a pas de questions? Bon, c'est toujours dense, c'est… Oui, j'ai été voilà, un peu… voilà, mais… Bon, si tout a été écoutez, ça a été très clair, sûrement, Nathalie. Et une petite question de ma part. Oui. Voilà, allez-y. Ouais, Éric Burlot, adjoint à la mairie de Prunay-Quintin. Je suis aussi producteur laitier. Pour la production laitière, c'est vrai que la conjoncture économique mondiale a joué, mais l'augmentation était palpable avant le conflit d'Ukraine. Oui. Je pense. Et ça vient un petit peu des prix qui sont restés assez bas pendant longtemps, une certaine lassitude des producteurs de lait. Et donc, l'Ukraine, les événements d'Ukraine ont fait qu'accentuer un mouvement qui commençait déjà à arriver, parce que beaucoup de producteurs de lait arrêtent leur production. Et, je pense que pour la production laitière, en tout cas, c'est un mouvement qui avait commencé déjà avant. Oui, effectivement. C'est juste une réflexion. Voilà, effectivement, c'est ce que j'ai dit peut-être rapidement, c'est qu'effectivement, la collecte, elle est en baisse, effectivement, pour le 8e mois consécutif. Donc, c'est vrai qu'effectivement, vous avez raison, effectivement, que c'est antérieur, effectivement, à la situation au conflit ukrainien, complètement, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques à partager? Non. Bon, écoutez, on va passer à ce moment-là sur la dernière partie en guise de conclusion de ce webinaire, donc autour de l'accompagnement des collectivités donc par la Chambre d'agriculture. Donc, comme vous le savez ou peut-être pas encore, on a évidemment différents outils de communication pour être à vos côtés, donc à la fois via une newsletter collectivité trimestrielle. Donc, on peut retrouver différents témoignages, partage d'expériences, actualités réglementaires, actualités du type, par exemple, présenté aujourd'hui, point de conjoncture aussi à certains moments.
Donc ça, c'est une newsletter, donc la dernière est parue le 15 juin dernier. Et depuis maintenant presque un an, on a aussi un site web spécifique donc à votre destination, donc avec aussi beaucoup d'informations qui vous est destiné. Vous avez sur le diaporama différents liens, notamment vers le site. Alors, je vous l'ai aussi mis sur le chat. Possibilité de vous inscrire à cette newsletter si ce n'est pas déjà fait. Et puis, un lien pour retrouver aussi différents webinaires que l'on a pu déjà faire. En termes d'organisation, donc n'hésitez pas à revenir vers nous en proximité, puisque, comme vous le savez, on a une organisation à la fois régionale, mais aussi de proximité sur les territoires, donc avec 20 territoires de projet, une équipe d'élus référents présents aussi en local et accompagnés par des chargés d'animation territoriale que vous connaissez sûrement sur vos collectivités. Donc, là aussi, vous pourrez retrouver tous les liens vers ces contacts. Et puis, en dernier point, des rendez-vous à retenir et à venir. Donc, je vous évoquais le webinaire du 6 juillet prochain, donc autour du cadre de référence, à la fois sur le photovoltaïque et la méthanisation, donc deux cadres de référence qui ont été travaillés par nos élus là, ces derniers mois. Donc, ils vous seront présentés le 6 juillet. Je vous ai mis dans le chat le lien vers l'inscription. Je sais que certains ont dû déjà le faire puisque c'était une invitation conjointe sur ces deux webinaires. Et puis, Laurent l'a évoqué aussi tout à l'heure en introduction, donc une 4e édition de la journée territoire au space, donc à votre destination aussi, élus et collaborateurs des collectivités, donc le 15 septembre, où la thématique est autour justement de l'agriculture de demain en lien avec la prospective Agriculture 2040 que la Chambre d'agriculture a menée depuis plus d'1 an. Donc, agriculture de demain, quel scénario d'avenir? Donc, à la fois en matinée, un temps pour revenir sur cette prospective et cette déclinaison. Un temps aussi autour d'ateliers pour montrer des expériences, partager des expériences que l'on a sur les différents territoires avec vous. Et puis, un temps l'après-midi pour aller à la rencontre des entreprises autour de l'agricole, agroalimentaire qui sont présentes au space et aussi avoir un temps d'échange avec ces entreprises pour voir aussi comment elles construisent au sein de leur structure l'agriculture de demain. Donc, je vais vous remettre aussi rapidement là dans le chat le lien vers l'inscription pour cette journée, sachant que vous avez dû déjà l'avoir par ailleurs, mais voilà, ça fait un petit rappel. Et puis, pour vous dire aussi, et Laurent souhaitait qu'on vous le dise en conclusion, que bien évidemment, cette présentation d'aujourd'hui peut aussi être déclinée de façon plus en proximité dans vos territoires. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si c'est aussi des choses que vous souhaitez aborder plus en local. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des regrets de questions qui n'ont pas été posées. C'est l'occasion. Il est 12h01, donc on peut encore prendre quelques minutes si vous le souhaitez. Bah, écoutez, sinon, je vous remercie de votre participation et puis n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait, à la fois le 6 juillet et puis le 15 septembre. Je vous souhaite une bonne journée.